Noël, c'est l'occasion de vivre un moment chaleureux en famille, mais parfois le destin en décide autrement. 24 décembre 1914. La guerre fait rage en Europe. Elle oppose la triple entente composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie à la triple alliance composée elle de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. En presque 5 mois de combats acharnés, plus de 300 000 soldats sont décédés. La guerre de mouvement a laissé place à la guerre de tranchées et les soldats sont dans l'humidité, la boue, le froid et parmi les rats et les cadavres. Mais dans cette escalade de l'horreur, un sursaut d'humanité a lieu. En Belgique, le 24 décembre au soir, des chants de Noël sortent des tranchées. Le 25 décembre au matin, le bruit infernal des canons a stoppé. En scrutant l'horizon, des soldats britanniques voient des sapins de Noël et des guirlandes qui dépassent des tranchées allemandes. Les Allemands sont les premiers à se rendre sur le No Man's Land, c'est-à-dire l'espace entre les tranchées des deux camps. Puis les Britanniques les rejoignent et les soldats s'échangent des poignées de main et parfois même des petits cadeaux comme du tabac ou du vin. Un match de foot s'improvise même entre des soldats allemands et britanniques. Ce cessez-le-feu permet aussi de récupérer les dépouilles des morts pour les enterrer. La trêve fera la une de la presse anglaise mais sera passée sous silence côté allemand. Une trêve du même type a lieu dans la Somme entre les soldats français et allemands. Elle est un peu moins connue car les documents ont été censurés en France par peur de délivrer des infos capitales à l'ennemi. En plus, il faut savoir qu'avoir un contact avec les Allemands était passible de la peine de mort. Donc le sujet est longtemps resté tabou en France et il a fallu attendre 2005, soit 90 ans après, pour que ces événements soient relatés dans le film Joyeux Noël de Christian Carion. Ces cessez-le-feu se sont déroulés seulement dans certaines zones entre le 24 décembre et le 1er janvier. Mais après cette date, la guerre a repris et elle a coûté la vie à près de 18 millions de soldats. 21 décembre 1958, le début d'une nouvelle ère pour la France. Ce jour-là, le fameux Charles de Gaulle est élu premier président de la 5e République avec une majorité écrasante. Bon, on a besoin d'un peu de contexte. En 1958, la France est dans une impasse politique et sociale majeure. Elle fait face à une forte instabilité ministérielle, des querelles entre partis politiques et au manque d'un leadership efficace. La 4e République, en place depuis 1945, montre des signes d'instabilité. Les gouvernements s'enchaînent, tous incapables de trouver des solutions aux problèmes persistants, notamment la guerre d'Algérie qui divise la société française. La guerre avait atteint un point critique puisqu'elle coûtait cher en hommes et en argent et elle était de plus en plus impopulaire. Face à cette crise, de nombreuses voix appelaient à une réforme institutionnelle. Le 13 mai 1958, je vous la fais courte, mais des militaires français sentent que le nouveau chef du gouvernement veut offrir l'indépendance à l'Algérie, alors ils prennent le pouvoir par un coup d'état. Ils sont pour le maintien de l'Algérie française et appellent Charles de Gaulle à la rescousse, le considérant comme l'homme fort, le seul capable de remettre la France sur de bons rails. Alors le général de Gaulle revient au pouvoir en tant que chef de gouvernement, il dit son fameux « Je vous ai compris !» et il propose une nouvelle constitution avec un exécutif fort cette fois qui sera adopté en septembre 1958 avec plus de 80% des voix. 2 mois après, lors des élections présidentielles, le général de Gaulle est élu premier président de la 5e République avec 78,5% des voix. Toujours dans un contexte de guerre mais beaucoup moins réjouissant, il y a la tristement célèbre offensive du Tet au cœur de la guerre du Vietnam. Pendant le nouvel an vietnamien, en février, les deux camps avaient l'habitude de faire une trêve afin que tous les civils puissent célébrer leur nouvel an. Mais dans la nuit du 30 au 31 janvier 1968, l'armée nord-vietnamienne, soutenue par l'URSS, a lancé une série d'attaques surprises contre les Sud-Vietnamiens, soutenus eux par les États-Unis. Des centaines de villes sont visées par des bombardements et des attaques terrestres. L'offensive se poursuit la nuit suivante et les combats s'intensifient le 1er février, notamment dans la capitale, Saigon. Les assaillants s'attaquent au palais présidentiel et même à l'ambassade américaine. Plus de 3000 fonctionnaires sont tués. Mais les Américains et leurs alliés sud-vietnamiens contre-attaquent rapidement et reprennent vite leur territoire. Cependant, même si l'offensive du Tet est un échec militaire pour les forces communistes, elle est un triomphe médiatique car leurs ennemis ont perdu des centaines d'hommes dans cette contre-attaque, bien plus que les communistes, ce qui relance les manifestations aux États-Unis contre la guerre du Vietnam. 17 décembre 1903, Caroline du Nord. 2 frères viennent de faire décoller le premier avion à moteur. Les villageois, témoins de ce modeste exploit, ne se doutent pas qu'ils viennent d'assister à la naissance de l'aviation. Dans les années 1860-70, les frères Orville et Wilbur Wright viennent au monde. Leur enfance est assez confortable, ils grandissent à Dayton, dans l'Ohio.
Très vite, ils se prennent de passions successives pour l'imprimerie, le vélo et l'avion. Leur journal hebdomadaire ne tient pas 6 mois, mais peu après, ils deviennent fans de vélo, qui était un engin révolutionnaire à l'époque. Les frères Wright créent la Wright Cycle Company, un nom prétentieux pour un petit atelier dont ils sont les 2 seuls salariés, mais qui a le mérite de réunir les fans de vélo. En 1896, ils apprennent la mort d'un inventeur allemand surnommé l'homme volant pour avoir mis au point le premier planeur individuel. Il est mort des suites de ses blessures après une chute de planeur de 15 mètres. Wilbur notamment se demande comment cet homme est mort et comment il pourrait améliorer son appareil. Pendant 4 ans, il prend pas de douche, il bouffe tous les livres qu'il trouve, il enchaîne les nuits blanches, bref vous m'avez compris. On est en 1900 et les frères Wright se lancent dans leur plus gros projet, construire eux-mêmes un avion à propulsion moteur. Au début, ça ressemble à un vélo avec des ailes. La première série de tests dans une zone vantée de Caroline du Nord sont concluants, mais les prochains sont décevants. Après plusieurs périodes de galère et de découragement, après de nombreux tests, de nombreux échecs et de nombreuses modifications, les 2 frères arrivent à la version finale du Wright Flyer. L'engin est un biplane de 274 kg avec 2 ailes de 12 mètres. Après 4 essais sur une plage de Caroline du Nord, l'engin décolle et vole à 3 mètres du sol sur 260 mètres pendant 59 secondes. Il faudra de multiples expériences et d'intenses échanges techniques avec les Européens pour que commence vraiment l'aventure de l'aéronautique. Vous le savez, la traite négrière est une des pages les plus sombres de l'histoire des États-Unis. Elle a commencé dès 1619 et a duré plus de 2 siècles. Des millions de victimes, sans compter les mauvais, voire très mauvais traitements. Mais toute page sombre a une fin, et c'est de celle-ci dont nous allons parler car l'abolition officielle de l'esclavage aux États-Unis a lieu le 18 décembre 1865. Les premiers mouvements abolitionnistes sont apparus dès la fin du XVIIIe siècle, mais le véritable essor a eu lieu au cours des années 1830 et 1840. Des abolitionnistes tels que William Lloyd Garrison ont milité activement contre l'esclavage en utilisant des moyens comme la diffusion de publications anti-esclavagistes. Mais c'est plus de 2 décennies plus tard, en 1861, que l'élection d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, marque le tournant de l'esclavagisme. En pleine guerre civile, il a proclamé en 1863 la loi de l'émancipation qui stipule que tous les esclaves sont libres. Cette loi avait déjà fait du bruit et avait mis tous les esclavagistes en colère, mais Lincoln ne s'est pas arrêté là dans son projet car 2 ans plus tard, le 13e amendement est adopté, celui qui interdit l'esclavage sur l'ensemble du territoire américain. Cette adoption a eu lieu, comme je vous le disais avant, le 18 décembre 1865, de quoi passer Noël différemment pour près de 4 millions d'esclaves.